Bonjour, alors maintenant on passe à la section 2.1.2 où on va s'intéresser au spin 1/2. Alors c'est un exemple très important mais en fait assez simple mais pas trivial non plus. Donc pour décrire le spin 1/2 en mécanique quantique, on utilise un espace de Hilbert de dimension 2 complexe. Donc seulement on a besoin de deux amplitudes complexes. Et on peut dire que l'espace de Hilbert est donc isomorphe à C2. Ça intervient plus généralement dans tous les problèmes de mécanique quantique qu'on dit problèmes à deux états, qui sont donc engendrés par deux états de base. Alors voici la proposition qu'on veut démontrer et qui est importante pour la suite. C'est que si vous considérez l'espace de Hilbert C2, eh bien l'espace projectif P de C2, qu'on avait noté aussi P de 1, parce qu'il est de dimension 1 complexe, et bien en fait il est équivalent à la sphère S2, la sphère habituelle S2, qui est une surface réelle de dimension 2. On dit aussi que c'est la droite, en mathématiques, on dit que c'est P1, c'est la courbe complexe de dimension 1. Et en physique, on appelle cet espace la sphère de Riemann ou la sphère de Bloch. Donc c'est ni plus ni moins qu'une sphère, comme représenté ici. Alors on veut expliciter cette description. Donc on va de façon plus explicite expliquer pourquoi on obtient cette sphère. Eh bien, si vous considérez un vecteur de C2 avec deux composantes complexes A et B, en physique on dirait que c'est A fois le spin up plus B fois le spin down, et bien le point crochet psi sur l'espace projectif est représenté, donc voilà la figure, vous voyez, on cherche l'expression de ce point crochet psi sur cette sphère, pour démontrer que en fait l'espace projectif de C2 c'est bien la sphère S2. Et bien la sphère on va la voir dans un espace euclidien réel de dimension 3 avec les axes x, y, z avec un certain rayon fixé. Et bien ce qu'on affirme c'est que ce point crochet psi est en effet représenté dans l'espace R3 par trois coordonnées x, y, z qu'on appelle le spin classique et appartenant à une sphère de rayon 1/2, et ces trois composantes x, y, z sont données, en fait, sont obtenues en prenant le vecteur psi de départ et en appliquant bien, les matrices de Pauli fois 1/2 respectivement, sigma x, sigma y, sigma z, ce sont les trois matrices de Pauli, et donc chaque fois qu'on va l'appliquer ça va donner trois valeurs moyennes qu'on va noter x, y, z. Et bien ces x, y, z seront les composantes de ce vecteur classique, si vous voulez, dans les axes x, y, z. Voyez. Et donc ce qu'on affirme ici, c'est qu'en prenant ces valeurs moyennes, on obtient un vecteur à trois composantes de norme 1/2. Donc il appartient à une sphère de rayon 1/2, qu'on appelle la sphère de Riemann ou sphère de Bloch. Donc vous voyez, c'est très raisonnable d'un point de vue physique parce que ça correspond à mesurer le spin selon les directions x, y, z, et ça nous donne en effet trois valeurs, trois coordonnées pour le spin qu'on peut appeler le spin classique, si vous voulez, associé au spin quantique, à l'état quantique AB. De façon équivalente, ce vecteur S, on pourrait l'exprimer en coordonnées sphériques. Donc sa norme c'est 1/2 et sa direction ce sont les coordonnées sphériques θ-phi, et bien qui sont données θ-phi par cette relation là, c'est-à-dire qu'en prenant le cotangent de θ sur 2 fois exponentielle moins i phi, on obtient un nombre complexe qui est rien d'autre que les composantes A divisées par B. Alors bien sûr, si B est nul, il faut préciser ce qui se passe. Bien, si B est nul, θ égale pi sur 2, on est au pôle nord de la sphère, ici. Donc c'est l'état plus, vous voyez. Et si si A est nul, et bien au contraire, si A est nul, Z égale 0,
et on se retrouve au pôle sud. Alors vous voyez que d'un point de vue physique, cette représentation, le fait d'associer un vecteur de l'espace C2 de spin, on lui associe un vecteur de longueur 1,5 dans un espace de dimension 3, c'est très intéressant même disons sans vouloir faire de la géométrie, parce que le vecteur qu'on obtient correspond à la direction de spin dans l'espace ordinaire, x, y, z du laboratoire. Hein, par exemple, un état spin up va correspondre à un vecteur qui pointe vers le haut, spin down, un vecteur qui pointe vers le bas. Et donc ils sont collinéaires dans cet espace R3, alors que en fait, dans l'espace quantique, rappelez-vous, spin up c'est 1, 0, spin down c'est 0, 1, ce sont deux vecteurs orthogonaux qui ont un angle pi sur 2 entre eux. Voilà, l'interprétation de ces formules qu'on obtient, c'est que on passe de la coordonnée θ sur la sphère au nombre complexe z qui est les composantes du spin a divisé par b, par ce qu'on appelle, alors c'est connu depuis quelques siècles, ce qu'on appelle la projection stéréographique de la sphère. Donc voici sans formule la construction. Et bien si inversement vous partez d'un point crochet psi sur la sphère S2 de rayon 1,5, et bien pour obtenir le nombre complexe z qui est a divisé par b, il faut considérer la droite dans l'espace R3, la droite qui passe par crochet psi et qui passe aussi par le pôle nord de la sphère. Et vous continuez cette droite jusqu'à intersecter le plan horizontal qui est tangent à la sphère au pôle sud. Ça vous donne un point sur ce plan qu'on note z, et vous l'interprétez comme un nombre complexe en mettant ici l'axe réel de z et ici l'axe imaginaire de z. Voyez. Et donc vous pouvez démontrer que connaissant les angles θ ici et φ, et bien ce nombre complexe z par rapport à ces axes sera donné par cette formule exponentielle moins i phi cotangente θ sur 2. La démonstration est en fait assez simple, mais on en parle. Et donc ce qui est peut-être nouveau pour vous, c'est la troisième proposition, c'est que de façon collective maintenant, si on regarde ce qu'on a fait, eh bien on est passé de l'espace C2 à une sphère, le projectif de C2, et on a oublié une dimension, c'est la dimension de proportionnalité. Vous voyez, autrement dit, on décrit C2 comme un espace fibré, un peu comme sur cette figure. Vous voyez, l'espace d'Hilbert c'était C2, c'est tout l'ensemble, et on regarde que les classes d'équivalence de vecteurs proportionnels, c'est S2, et donc on a oublié la dimension des fibres. Et donc on obtient un espace fibré sur la sphère, précisément, où les fibres sont de dimension 1 complexe ou dimension 2 réelle. Et ça, on avait déjà décrit cette situation, et même on avait démontré un théorème très général. Dans le chapitre précédent, on avait démontré que tout fibré de rang 2 réel sur une sphère S2 eh bien, s'obtient par cette méthode de construction, et en particulier, d'un point de vue topologique, eh bien, ce fibré sera caractérisé par un nombre entier qu'on appelle indice de Chern, qui est un nombre entier relatif, qui peut être positif ou négatif. Et on avait vu, par exemple, que dans le cas du fibré tangent à la sphère S2, cet indice de Chern valait plus 2. Et bien, pour terminer la proposition, on affirme que dans le cas du spin 1,5, eh bien l'indice de Chern de ce fibré canonique est égal à moins 1. Et donc, en particulier, la courbure, c'est moins 1,5 fois la courbure de la sphère S2, donc c'est moins 1,5 de ds2 sur R2. Où grand R ici vaut 1,5, c'est le rayon de la sphère. Alors faisons la démonstration de tout cela. Alors tout d'abord, la démonstration de la projection stéréographique, vous voyez, c'est que déjà on voit clairement que phi c'est l'argument de z, vous voyez, enfin c'est plutôt l'opposé de l'argument de z. Quand phi est positif, ici l'argument du z c'est moins phi, d'accord, donc ça explique déjà le moins phi qui est ici. Et ensuite il faut s'intéresser au module de z. Donc module de z c'est cette distance. Donc on regarde plutôt cette figure et on s'intéresse à cette distance ici. Mais vous voyez, l'angle θ est ici. Alors d'après la trigonométrie de base, vous pouvez vérifier que le fait qu'il y ait l'angle θ ici, eh bien là vous avez l'angle θ sur 2.
Voilà, donc dans ce grand triangle ici, vous cherchez cette longueur, mais vous connaissez cette longueur qui est le diamètre qui vaut 1 de la sphère, et vous connaissez cet angle θ sur 2, et par conséquent, cette longueur sera donnée par cotangente de θ sur 2. Donc on vient de démontrer cette formule de correspondance. Mais maintenant, commençons par la première proposition. Le fait que l'espace projectif est une sphère. Alors voici comment on procède. Si on prend un vecteur AB quelconque dans C2, avec B non nul, eh bien on peut écrire que le vecteur AB, c'est B fois le vecteur A sur B, 1. D'accord ? Et autrement dit, B c'est une constante de proportionnalité. Et autrement dit, le vecteur AB est équivalent à ce vecteur AB sur 1, autrement dit le vecteur Z1, où Z c'est A sur B. Et ainsi, quasiment tous les vecteurs, parce qu'on a, sauf dans le cas B égale 0 qu'on va considérer après, mais tous les vecteurs sont donc équivalents à un vecteur de la forme Z1, où Z est un nombre complexe. Autrement dit, l'espace projectif est paramétré par un seul nombre complexe, autrement dit le plan complexe. Alors bien sûr, on a évacué un cas particulier que l'on considère maintenant. Si B égale 0, on a affaire au vecteur A0. Et bien le vecteur A0, lui, on peut factoriser par A, ça nous fait A fois 1, 0. Donc il est équivalent au vecteur 1, 0 qui est un vecteur unique. Voilà, donc la conclusion, c'est que en réalité, l'espace projectif, c'est le plan complexe auquel il faut ajouter le vecteur 1, 0. Et le vecteur 1, 0, ce sera lorsque, vous voyez, z tend vers l'infini. Parce que lorsque z tend vers l'infini, eh bien z 1 divisé par z tend vers 0, comme ici, tend donc vers ce point. Alors pour faire la correspondance plus précise, voyez donc, peut-être pour être déjà, pour mettre en image ce qu'on vient de dire, ce plan complexe, c'est le plan ici, qu'on a collé au pôle sud de la sphère, et on voit bien que tout point de la sphère, en fait, est représenté par un point Z du plan, sauf le pôle nord, hein, qui est ce point exceptionnel. Lorsque psi se rapproche du pôle nord, et bien le point Z part à l'infini. Et voilà, il peut partir dans n'importe quelle direction, tous les points de l'infini sont équivalents. C'est ce qu'on appelle la compactification du plan complexe. Alors, vérifions la propriété suivante, explicite, qui donne les coordonnées x, y, z. Donc si on prend un vecteur complexe AB, et on va calculer la valeur moyenne de l'opérateur de Pauli sigma x sur ce vecteur. Donc la matrice de Pauli sigma x, c'est cette matrice 2 par 2. On l'applique au vecteur AB, et ensuite on fait le produit scalaire avec psi. Donc le vecteur AB conjugué ici à gauche. On n'oublie pas de multiplier par 1/2, et on divise par la norme carrée de psi, qui est donc A2 plus B2. Voilà, et quand vous faites ce calcul matriciel, eh bien il faut le faire, il faut l'écrire, je vous encourage à le faire, et vous allez voir qu'à la fin, vous pourrez faire apparaître A sur B dans l'expression, et donc seulement Z, et il va apparaître cette expression, partie réelle de Z sur 1 plus module de Z carré, qui était... Bon voilà, donc c'est une expression qui ne nous dit pas grand chose pour le moment. On peut faire le même calcul pour SY, juste en utilisant la matrice de Pauli sigma Y, et on obtient cette expression avec partie imaginaire de Z. Et finalement, on utilise la matrice de Pauli sigma Z, hein, qui était donnée dans l'énoncé, et on fait aussi le calcul et on obtient cette expression-ci. Et à partir de ces trois expressions, si on fait la somme des carrés, on obtient, alors il faut le faire, mais on obtient 1/2 au carré. Autrement dit, le vecteur avec ses trois composantes Sx, Sy, Sz appartient à la sphère de rayon 1/2. Pour vérifier qu'il s'agit bien du point ici représenté sur cette sphère, donc qui correspond à cette projection stéréographique, et bien à partir des expressions précédentes, on vérifie facilement que Z est donné par exponentielle moins i cotangente de θ sur 2. Je vous laisse vérifier ces calculs.
Alors maintenant, on passe à la partie un peu nouvelle. On va calculer l'indice de Chern de cet espace fibré. Alors pour ça, on va utiliser une caractérisation qu'on a vue, la formule 191. Alors cette caractérisation, rappelez-vous, c'est pour calculer l'indice de Chern d'un fibré, eh bien, il suffit de prendre une section globale arbitraire, S, et regarder les zéros de cette section globale. Et là où ça s'annule, on a des indices, hein, rappelez-vous, elle s'annule en certains endroits, et là où elle s'annule, on regarde l'indice de l'annulation, qui vaut parfois plus 1, qui vaut parfois moins 1. Et on fait la somme des indices, ça donne un nombre entier qui sera l'indice de Chern, et qui ne dépend pas du choix de la section. Alors, appliquons cette méthode ici, c'est intéressant parce que c'est à la fois simple, mais c'est abstrait, parce que on le fait en toute confiance, dans une situation un peu abstraite qui est l'espace C2. Donc pour construire une section globale, eh bien, on considère un vecteur fixe, le plus simple de ces deux, par exemple le vecteur 1, 0, hein, qui s'appelle spin up aussi. Alors c'est un vecteur fixe, mais on va le projeter, on prend un vecteur maintenant psi quelconque, et on va projeter 1, 0 sur la fibre. Donc on applique le projecteur, dont on a donné l'expression avant, appliqué à ce vecteur fixe 1, 0. Et on obtient comme ça un vecteur qui, par définition, appartient à la fibre. Et donc, pour tout point crochet psi donné, ce vecteur S crochet psi appartient à la fibre. Et donc, on a comme ça une famille globale de vecteurs dans les fibres, donc une section globale du fibré. Et c'est cette section qu'on va considérer, on va chercher là où elle s'annule et regarder l'indice de ces zéros. Donc il faut l'expliciter. Donc si on prend un point quelconque psi du projectif, hein, on lui correspond donc un vecteur quelconque psi qu'on note AB, eh bien on a vu que on peut le représenter comme le vecteur Z1, où Z c'est A sur B, et on calcule, on fait le calcul suivant, donc maintenant on va calculer le vecteur S psi dans cette fibre, donc il faut projeter psi sur la fibre, donc il faut projeter l'état plus 1, 0 sur la fibre, donc 1, 0 on fait le produit scalaire avec psi, donc avec Z1, alors ça fait quoi? 1, 0 produit scalaire avec Z1, ça fait juste conjugué de Z, vous voyez, le nombre conjugué de Z. Ensuite, là, il reste le vecteur psi, donc le vecteur Z1, et on divise par la norme carrée de psi, autrement dit, Z module carré plus 1. Voilà, ça nous donne cette expression. Et vous voyez que ça, c'est bien un vecteur qui est censé être une section globale du fibré. Alors, regardons cette expression, et on cherche là où elle s'annule. Eh bien, elle va s'annuler. Vous voyez, ça, ce vecteur est jamais nul, cette expression est jamais nulle, donc elle va s'annuler seulement quand ce coefficient ici est nul. Autrement dit, en z égale 0. Il y a un seul point où elle s'annule. Si on veut savoir où c'est, en fait, z égale 0, c'est le pôle sud. Bon, elle s'annule au pôle sud. Et maintenant, en un seul point, et il faut savoir quel est l'indice de cette annulation. Donc, près de là où elle s'annule, donc près du point z égale 0, eh bien, il faut considérer faire un petit tour autour de l'annulation. Rappelez-vous la recette, il faut savoir si on est dans cette situation-là ou dans cette situation-là. Donc on fait un petit tour et on regarde la phase, en fait. Lorsqu'on fait un tour dans le sens direct, on regarde la phase. Si elle fait aussi un tour dans le sens direct, eh bien l'indice est plus 1. Et si la phase tourne dans le sens indirect pendant qu'on tourne dans le sens direct, eh bien l'indice sera moins 1. Et bien ici, vous voyez, lorsqu'on fait un tour dans le sens direct, autrement dit Z tourne dans le sens direct, le résultat, vous voyez, quand Z est très proche de 0, et bien ce coefficient-là est en fait très proche de 0, 1, okay, c'est fixe. Là, 1 plus Z carré, ça se rapproche de 1, et donc le résultat, S psi, c'est Z bar fois 0,1. Et lorsque Z égale exponentielle Iθ fait un tour dans le sens direct, autrement dit θ varie entre 0 et 2π, vous voyez que le résultat c'est z bar qui est égal à exponentielle moins Iθ, et bien l'argument ici moins θ varie entre 0 et moins 2π. On déduit tout simplement que le degré de l'annulation c'est moins 1.
Et d'après le théorème, eh bien, l'indice de Chern est égal à la somme de ces degrés, mais il y en a un seul ici. Donc l'indice de Chern, c'est -1. Voilà, on a obtenu comme ça la topologie de ce fibré canonique pour le spin à demi, égal à -1, juste par une méthode algébrique, en regardant les zéros d'une section globale. Dans les articles de physique, il est plus conventionnel plutôt de faire une intégrale de courbure, c'est équivalent, et d'appliquer la formule de Gauss-Bonnet. C'est fait un peu plus loin dans ce cours.